Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Hello, bienvenue sur Futur Proche, le podcast des leaders marketing com qui débattent du futur du marketing et qui le façonnent un peu aussi. On essaie de rassembler des gens qui réfléchissent mais qui agissent aussi. Je suis Dominique Trémouille, CMO part-time, cofondateur de la communauté Futur Proche et host de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne maîtrise pas bien, donc je suis content de le faire, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je maîtrise pas bien parce que je le pratique pas tant que ça en fait finalement à titre direct et très personnel, ce qui est l'outbound. Alors pas l'outbound un peu édulcoré qu'on reçoit tous sur LinkedIn et qui nous fait chier les trois quarts du temps. Justement, ça fera partie de la discussion peut-être probablement, mais c'est plutôt l'outbound dans le sens où on se pose la question de se dire aujourd'hui, est-ce que ça reste vraiment un outil valable, puissant, activable? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez premium et réservé aux boîtes qui savent vraiment le faire et qui savent vraiment où elles vont? Ou est-ce qu'en fait, ça n'est que du spam organisé avec juste des meilleurs outils qu'il y a 10 ans? Voilà, ça va être un peu la synthèse en quelques mots de ce dont on va se parler aujourd'hui avec mes invités. En gros, pour être honnête, on reçoit tous beaucoup de messages chaque semaine. Moi, je m'en plains. Je devrais peut-être pas m'en plaindre, mais ça m'arrive de m'en plaindre régulièrement. Bah là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de répondre à ça de manière très concrète. Parce qu'en gros, soyons honnêtes, combien de messages pourris outbound on reçoit chaque semaine? Bah moi, franchement, pas mal, en vrai. Des trucs où on voit que la personne n'a même pas regardé le profil, où il y a tout écrit, avec des séquences qui ont ni queue ni tête. Mais certaines boîtes cartonnent avec, s'en servent bien, et certains font en sorte que certains s'en servent bien. Et j'en ai rassemblé ici autour de la table, avec 3 invités avec qui on va du coup explorer ça. Romain Rougier, outbound expert stratège de la prospection intelligente. Je l'ai formulé comme ça. Super, nickel. Merci Dominique pour l'invitation. Julien Rio, VP Market, qui a beaucoup bossé sur les tactiques sales et marketing et qui a une bonne expérience là-dessus. Donc ça va nous être très utile. Salut Julien. Ben, j'espère. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis Baptiste Le Fur, senior BDR manager chez Agorapulse, qui pour le coup pratique vraiment ça au quotidien de manière très concrète. Salut Baptiste. Salut tout le monde, merci pour l'invite. Avec plaisir. Voilà, on a voulu rassembler comme d'habitude un plateau varié pour parler de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Pas de théorie, enfin pas trop de théorie. Pas trop de bullshit rassurant non plus, on va se dire les vrais trucs. La vérité de cet épisode et pourquoi on l'a construit, c'est juste la conviction de se dire que si vous faites encore de l'outbound à l'ancienne, bah vous cramez un peu votre marché, vous cramez un peu votre boîte probablement pour rien, mais il y a sûrement des manières de faire ça beaucoup mieux et c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Allez, on attaque, c'est parti. Bah du coup, le sujet là, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je le pratique pas tant que je le subis un peu. Alors bon, c'est relatif, hein, on n'est pas non plus dans un truc painful maximum, mais en tout cas, je constate que c'est un métier ou une expertise l'outbound qui est pas très bien faite et que les gens qui le font bien, ils sont peut-être pas si nombreux que ça. Ce qui m'intéressait de savoir un peu tous les trois, vu chacun de votre fenêtre et de votre expertise, c'est comment l'outbound a évolué ces dernières années, depuis 5, 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui fait que c'est ce que c'est aujourd'hui? Voilà, je voulais commencer avec une logique un petit peu globale. Je sais pas qui veut, peut-être Romain, toi qui voit peut-être pas mal de réalités de boîtes différentes. Est-ce que tu as une vision comme ça de ce qui a changé dans la manière de le pratiquer et peut-être les méthodes qu'on utilise? Après, on rentrera plus loin dans le détail là-dessus. Ouais, bah écoute, moi, je dirais que ce qui a le plus changé, c'est le niveau d'exigence. Tout simplement parce que la prospection automatisée, elle s'est démocratisée. Il y a de plus en plus de boîtes qui s'y sont mises. Et souvent, du coup, bah, comme tu l'as dit, le font n'importe comment parce qu'on leur fait croire aussi que c'est très facile. Il y a un peu ce problème-là, cette tare, je dirais, dans le domaine. Encore plus avec l'IA aujourd'hui, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais donc, mécaniquement, si tu veux, tes prospects cibles, bah, ils sont de plus en plus sollicités. Ils saturent de plus en plus. Ils lisent même plus tous leurs emails, tous leurs messages LinkedIn. Souvent, ils ont pas le temps. Alors, ils scannent, ils identifient en 2 secondes chrono ce qui leur semble être du spam. À nouveau, faut aussi se mettre dans la réalité de nos prospects. Tu vois, moi, par exemple, pareil, on va en parler. Enfin, je pense tu vas nous demander des exemples, tout ça. Moi, en tant que prospect, si tu veux, j'ai un profil LinkedIn où je suis indépendant, donc je suis pas hyper targeté. Je reçois quand même pas mal de messages, mais par rapport à un décideur dans une grande boîte, c'est pas les mêmes réalités. Mais il faut vraiment comprendre que eux, ils en peuvent plus, quoi.
Donc voilà, la cause pour moi, elle est aussi simple que ça. Donc la barre, elle s'est élevée naturellement. Si tu veux sortir du lot, faut vraiment être bon. Et là, sans même parler de workflow hyper poussé, où on va aller chercher les signaux en temps réel, utiliser de l'IA pour essayer d'hyper personnaliser nos approches, sans même parler de ça. À mon sens, ça demande surtout d'être plus solide sur les fondamentaux, qui sont en amont toutes les questions de positionnement, qui là, c'est les sujets qui te parlent, Dominique, hein, mais de compréhension de chacun de ces segments cibles, du problème qu'on résout chez eux, d'avoir bien travaillé la proposition de valeur, tous ces fondamentaux. Et après, sur la partie outbound, bien sûr, il y a des vrais sujets, donc les fondations techniques, tout ce qui va être lié au copywriting, au ciblage, à la création des bases de données. Mais pour moi, ça demande surtout la barre s'est élevée, et donc ça nous demande du coup de s'adapter et de comprendre que le niveau d'exigence est plus élevé du coup. Et, du coup, Romain parlait de je sais pas, de leader ou de responsable, je sais pas quel terme que tu as utilisé, qui reçoivent beaucoup de messages et tout. Julien, j'imagine que toi, t'es pas mal targeté, t'as été pas mal targeté, t'as connu ça. T'as vu ce basculement un peu de la outbound qui est devenu une espèce de go-to-market évident, et c'est genre hyper facile à prendre en main, mais finalement pas si bien fait que ça par beaucoup de gens. Ah oui, de manière assez catastrophique d'ailleurs. Je pense pas que l'outbound ait changé drastiquement ces 20 dernières années. Je pense qu'il y a deux choses. T'as un volume qui a augmenté parce qu'il s'est démocratisé, parce que de la même manière que, je sais pas pour toi, mais moi ma mère utilisait relativement peu les nouvelles technologies il y a 4 ans, et aujourd'hui elle est sur ChatGPT. Donc t'as une démocratisation des technologies qui fait que même les petites boîtes aujourd'hui commencent à l'utiliser, donc tout le monde se met à faire de l'outbound, et pas forcément correctement comme le disait Romain. Donc moi qui suis pour le coup une target facile, je suis spammé sur tous les canaux possibles et imaginables. Et puis il y a eu une évolution des technologies en règle générale qui fait que t'as plus de canaux, tous les TikTok, etc. Près 2017, ça existait même pas. T'as beaucoup plus d'automatisation. T'as aussi les normes qui ont changé. Près 2018, il n'y avait pas de RGPD. Depuis, je crois que c'était mai 2018, on a des règles qui sont de plus en plus strictes, de plus en plus suivies, de plus en plus évitées également. On a des séquences qui sont plus complexes, plus pointues, plus multi-canaux, etc. Mais je trouve que malgré tout ça, malgré le changement de tech et l'augmentation des volumes, il y a deux choses qui n'ont pas changé. La première, c'est que les deux canaux principaux, ça reste l'email et le téléphone. Ce qui est assez dingue parce que c'est des canaux, tu peux pas plus traditionnels. Le téléphone, ça a, je sais pas combien de 150 ans. Le téléphone, l'email, ça a quoi maintenant, 25 ans, 30 ans. Et pourtant, ça reste les canaux principaux à mon sens. Et puis le contact humain qui reste crucial, c'est le deuxième élément. T'as beau automatiser tout ce que tu veux, si tu veux vraiment vendre, à mon sens, va falloir que tu parles à un humain à un moment ou à un autre. Et ça, finalement, ça n'a pas changé. Donc l'ADN de l'outbound, ça reste le même selon moi. C'est tout ce qui est autour qui a changé. Ouais, mais pourquoi? Alors peut-être Baptiste, toi qui pratiques vraiment ça du coup derrière de manière très quotidienne, fort de tout ce qu'on vient de se dire là. Alors sinon, première question que je voulais te demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'outbound pour toi, tu vois, vu de ta fenêtre, ça représente un pourcentage substantiel du business que vous générez? Première question. Alors, j'imagine que tu vas me dire oui, mais j'aimerais bien que tu me racontes un peu ça. Et après, on reviendra sur ce que vient d'exprimer peut-être Julien. Ça marche. Donc pour un peu de contexte, en tout cas chez Agorapulse, on est sur un setup en 2025 qui était de construire l'équipe BDR. Donc comme moi je suis arrivé en février, il n'y avait pas vraiment d'équipe BDR ou une toute petite formule. Et donc tout l'inbound en 2025 est allé du côté AE. Donc on a été très orienté quand même outbound, ça représente à peu près 70% des opportunités qu'on a créées sur l'année 2025, et on est en train d'opérer ce shift maintenant qu'on a une équipe bien solide, de récupérer l'inbound. Et donc l'objectif ça va être d'inverser ça, d'avoir 70% d'inbound, 30% d'outbound. Ah, et c'est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes dans un momentum d'essayer justement de le rendre ce canal-là plus effectif et plus stratégique qu'il a été, quoi. Ouais, c'est clair que ça va rester une partie vraiment importante de notre business, mais on a aussi une machine d'inbound qui est très solide, qu'il faut vraiment qu'on arrive à optimiser un maximum pour minimiser aussi au final le volume d'outbound qu'on crée, parce qu'on sait que les conversions sont moins bonnes aussi, les deal size aussi sont plus petites, et on sait que si on convertit mieux notre inbound déjà, on a déjà fait une grosse partie aussi du travail de pipeline generation. Et comment tu vois l'évolution de l'outbound et de la manière dont il est pratiqué là? Je sais pas si on se met à l'échelle d'une petite dizaine d'années. C'est quoi ta vision à toi du métier? Ouais.
C'est assez marrant, moi, tu vois, en 2020, j'ai commencé la prospection en tant que BDR dans une entreprise qui targetait CAC 40, enfin des grosses boîtes, et on targetait des C-level. Et à cette époque-là, le numbers game, il marchait encore. J'avais quelques outils, j'avais Outreach, j'avais ZoomInfo, j'avais mon CRM, et puis c'était parti. Je faisais ma chasse, et donc c'est vrai que le profil du BDR, il était beaucoup plus. Ça reste un chasseur. T'as ton territoire, on te donne ton ICP, et vas-y, en fait, t'es un peu autonome. Et donc, beaucoup plus un chasseur que maintenant, dans beaucoup d'entreprises, un peu une machine à call. Et on va aller chercher vraiment l'efficience du BDR, on va lui en demander plus. Et en effet, il faut qu'on réduise un maximum le temps, passé à faire des recherches, à qualifier une base. Et donc, on essaye de faire un peu du self-serve où tous les matins, ils arrivent et ils ont un certain nombre de tâches. Et on sait que c'est de la quali parce que ça a été pré-mâché par les équipes RevOps ou par moi-même, par d'autres personnes, quoi. Et donc, le shift, il s'est opéré sur plusieurs années, et c'est vrai qu'à un moment, on arrive dans cette période de l'hyper-personnalisation, en fait. Et Ouais. pas convaincu, quoi. Bien sûr, l'IA, ça joue énormément, on l'utilise énormément, mais je pense qu'ils sont arrivés avec l'IA et ce côté, on va vous vendre un outil qui va vous aider à hyper personnaliser, à avoir des résultats 4 fois meilleurs. Moi j'ai vu la situation évoluer. Alors, on va en reparler de ça, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, il y a peut-être un retour de bâton aussi sur ces sujets-là par rapport à ce qu'on a vu depuis 12, 18 mois, etc. Moi, ma question que j'ai envie de vous poser, et je sais pas qui veut répondre à ça, c'est vraiment de se dire, là, on se dit, les inbox sont saturés, l'IA génère des trucs à l'appel 100 fois plus que ce dont on a vraiment besoin. Il y a des filtres anti-spam et anti tout ce que tu veux un peu partout, que ce soit sur les boîtes mail et que ce soit après partout. En vrai, en quoi c'est pas un canal qui est mort, ou en tout cas qui est semi-mort? C'est ça, en fait, pour moi, le fond de la question. Moi, je répondrais. Je trouve qu'il y a un gros parallèle à faire avec le SEO aujourd'hui. Ouais. T'as 300 milliards de sites de plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le chiffre est complètement made up. Et pourtant, on continue à faire du contenu, on continue à faire des sites parce que c'est important d'avoir une vitrine. Pour moi, c'est un peu ça l'outbound. Si tu le fais bien, tu galères peut-être plus aujourd'hui que tu galérais il y a 10 ans. Mais en même temps, c'est ça qui va te permettre de discuter avec tes prospects. Alors, on parlera peut-être méthodologie un peu plus tard. Pour moi, il y a tout un ensemble de choses que tu peux faire en amont, mais si tu le fais bien, c'est peut-être plus difficile qu'avant, mais ça reste absolument nécessaire. Je pense pas que tu puisses t'en passer, à moins que tu sois dans un modèle e-commerce où les gens payent avec leur carte de crédit pour acheter un truc à 15 balles tout seul en autonomie complète. Si tu es dans un modèle un peu plus B2B, un peu plus moyen grand compte, je pense que tu as besoin de parler à tes prospects, et la outbound, tu peux pas t'en passer. Par contre, il va falloir le faire correctement. Ouais, je suis assez d'accord sur ce côté-là. Et puis, en fait, il faut vraiment réfléchir son outbound comme son futur inbound aussi. On sait qu'on va créer une op, on va avoir une première discussion avec les prospects. Ok, ça va peut-être pas convertir aussi bien, mais on sait aussi que maintenant on est un peu sur la carte en termes d'entreprise. Ok, si j'ai ce besoin-là, je sais que je peux revenir vers ces personnes-là. Et souvent, on voit des personnes nous revenir avec des RFP. On ne sait pas d'où ça sort, mais ils avaient notre adresse email et ils nous ont chopé. Ils ont tapé Agorapulse dans leur barre de recherche et puis ils ont fait allez hop, c'est parti. Dans cet esprit-là, Romain, du coup, là, on se dit que on est peut-être passé d'un moment de la quantité, de l'industrialisation à quelque chose qui se rapprochait peut-être plus de la précision, en tout cas, même si on peut le faire de la précision en volume. Mais toi, comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui où tu dis à tes clients ou les boîtes avec qui tu bosses, laisser tomber le fait d'adresser 45 000 comptes en sauvage, en masse, et de faire des pourcentages de taux de transfo à 0,0 quelque chose, mais essayons peut-être de travailler plus. Est-ce que c'est comme ça que tu bosses? Moi, ou est-ce que en fait, moi j'ai toujours bossé comme ça depuis. Alors pour l'historique. En effet, moi j'ai voulu, attends, je te coupe sur un truc, j'ai voulu trouver quelqu'un qui me dit, ah ouais, moi je bosse à la salaud, hein. Moi j'envoie 15 000 messages par jour, etc. J'ai eu du mal à trouver. Parce donc que, je savais que Romain c'était quelqu'un de non, mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je pense qu'en effet, en France, moi c'est un peu l'impression que j'en ai, c'est qu'en France, il y en a qui le font, mais qui l'assument pas trop. Aux US, moi qui suis beaucoup d'experts US du coup sur le sujet, c'est beaucoup plus assumé. Je vois plein de, alors je sais pas ce que vous en pensez, Julien, Baptiste, vous qui êtes là-dedans aussi, mais quand je vois des experts US, j'en vois plein qui assument faire du gros volume comme des cochons, qui affichent fièrement leur taux de réponse à 0,5% en disant que c'est bien. Enfin, et je vois vraiment ce truc-là en disant, mais voilà, regardez, j'ai fait 1% de taux de réponse, 0,3% de leads intéressés.
mais du coup, sur 50 000, 100 000 contacts, et ça, pour eux, c'est un peu, voilà, c'est ok, quoi, c'est normal. Ça, en France. Mais tu vois ça, ouais. Pardon Romain, je t'interromps juste, tu vois ça, peut-être moins sur l'outbound, moins assumé, je suis sûr qu'il y en a plein, mais c'est peut-être moins assumé. Ouais. Tu vois ça sur le marché du recrutement. Il y a de plus en plus de plateformes qui te permettent d'upload ton CV et on va postuler pour toi à 15 jobs tous les jours qui n'ont rien à voir avec tes compétences. Tu sauras pas qui t'appelle quand tu reçois un phone call. C'est un truc de dingue. L'automatisation, ça peut vraiment aller dans la mauvaise direction quand c'est fait de cette manière-là. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que du coup, voilà, pour te répondre, Dominique, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait un paquet de temps que je fais de l'outbound. Moi j'ai commencé, pour revenir un peu sur l'historique aussi, je voudrais que j'ai pas trop expliqué ça, mais j'ai commencé aussi comme SDR il y a très longtemps, c'était relatif, mais il y a un peu plus de 15 ans, quelque chose comme ça. Et ça fait 9 ans que je suis à mon compte consultant où vraiment je passe plus de calls, mais je mets en place des stratégies outbound pour mes clients. Et depuis le début, en fait, j'ai toujours été sur cette logique-là de pas faire du gros volume, mais au contraire de faire des approches très ciblées, des campagnes très ciblées. Ça, pareil, c'est des sujets sur lesquels on va revenir, je pense. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont toujours là-dedans à faire du volume et pour qui c'est des stratégies viables et qui fonctionnent comme ça. Après, c'est peut-être une histoire de taille de marché. C'est-à-dire qu'aussi, si on est franco-français, le marché fait que t'as difficilement 10 000 cibles en France si ton marché il est franco-français. C'est-à-dire que quand t'es aux États-Unis, t'as peut-être un bassin de population potentiel beaucoup plus large qui peut aussi plaider pour ce type d'approche-là. Ce qui fait que chez nous, peut-être que la précision est quasiment indispensable. Alors, sur des business peut-être B2B avec des paniers moyens à élever, peut-être que sur de l'USAS d'abonnement à 10 balles, c'est peut-être une autre problématique. Et là, on a peut-être un bassin de population plus large. Mais à la rigueur, oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a peut-être un truc culturel aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi la taille de notre marché fait que par défaut, toi, Baptiste, j'imagine chez vous, tu peux de toute façon pas faire une approche de full énorme volume sur cette approche-là. T'as pas 40 000 comptes potentiels pertinents, j'imagine. Peut-être que je me cours. Ou alors dans 20 jours, ta campagne est finie, t'as cramé ton marché, quoi. Du coup, c'est Il y a un ICP assez large, mais après aussi, t'es en train de déglinguer tes mailbox, il va falloir que tu les changes. Enfin, ta réputation après, en fait, c'est cassé, quoi. Et tu crames ton marché, c'est ça c'est un des premiers trucs que tu as dit, Dominique, au début de l'épisode là. Pour moi, j'ai toujours accordé une importance fondamentale là-dessus, quoi. C'est que le problème mécaniquement, c'est que plus tu vas vouloir faire du volume, plus tu vas cramer ton marché, tu vas adresser donc des cibles qui sont pas bonnes, enfin en tout cas qui sont bonnes dans l'absolu, mais pas pour cette campagne-là. C'est pour ça que souvent j'ai des clients qui me disent tiens, pour telle campagne, à la base, on a décidé de cibler telle industrie, tel type de poste, telle taille d'entreprise, etc. Donc, on a des critères précis. On se rend compte pour X, Y raison qu'à la fin, dans le fichier, il y a des personnes qui sont pas dans cette cible-là, mais à qui on peut quand même s'adresser. Donc les clients qui disent c'est pas grave, on les laisse. Non, en fait le message est pas bon, même si tu pourras leur vendre un truc, au final le message est pas bon, donc tu vas laisser une mauvaise impression. C'est chez ces gens-là, et c'est ça que j'appelle cramer son marché, en fait. C'est que du coup quand tu as fait une mauvaise impression une fois sur un prospect, c'est difficile d'aller le repêcher derrière, et c'est là où on n'est pas tous d'accord. Et il y a même plein d'experts qui me disent des fois non mais c'est pas très grave, dans 1 an, dans 6 mois il a oublié, tu pourras renvoyer un email. Moi je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, quoi. Je trouve que c'est un peu sous-coté ce truc-là en tout cas, sous-évalué ce truc-là de mauvaise impression sur l'outbound. Et je fais vraiment gaffe à ça, en effet, quand je réfléchis des campagnes avec mes clients. Ouais, puis t'as un aspect régulation aussi qui est important à prendre en compte, c'est-à-dire que en Europe, un client qui t'a dit clairement, je veux plus que vous me contactiez, t'es plus censé le contacter. Donc, une fois que tu l'as cramé, tu le sors de ta base de données, légalement, t'es pas censé y retourner derrière. Donc, il y a quand même un gros risque en plus du fait qu'il a peut-être plus envie de te parler, mais peut-être même que légalement, t'es plus censé aller le voir par la suite. Ouais, et ça a été vachement resserré, d'ailleurs, ces dernières années, alors, sur le phoning, mais même sur d'autres problématiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraignant que ça l'a été, ces dernières années. Il y a un sujet dont Baptiste a parlé tout à l'heure et sur lequel je voulais qu'on revienne là maintenant, parce que je pense que c'est un truc important, c'est que on a tous vu passer ces 2 dernières années les AI, SDR et j'en passe, et des meilleurs. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, en tant que, je dirais, béotien du sujet, qui pratique pas ça au quotidien, mais qui voit des collègues commerciaux bosser sur ces logiques-là, j'ai envie de me dire,
évidemment, si j'étais dans la position, ça me ferait kiffer plus. Ma question, elle est juste simple. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vraiment il y a une plus-value et quelque chose que ça apporte concrètement, au-delà juste de ce qui se passe par mes amis marketeux? Et deux, qu'est-ce qui fonctionne pas et pourquoi qu'est-ce qui manquerait dans la logique d'utiliser ce genre d'outil-là? Baptiste, peut-être t'avais commencé là-dessus tout à l'heure. Yes, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. Il y a des choses qui sont assez surprenantes, qui sont assez poussées. Il y a plein de petits players qui sont en train de popper. Après, c'est bien beau parce qu'en fait ils vous font une démo et t'es en train de parler avec un agent. Et, ouais, c'est magique, c'est beau et tout. Mais la question directe que je leur pose après en termes de setup, ça ressemble à quoi? Et c'est là qu'au final aussi la question, enfin le problème c'est que comment tu câbles ça, avec quoi tu nourris au final ton agent pour que ce soit vraiment efficace. Et donc quand tu as des équipes, qu'est-ce qui fait l'agent concrètement là sur les solutions que tu as vues là, qu'est-ce qu'il peut faire en fait une qualification jusqu'au bout du projet de la personne, quoi. Donc si par exemple elle vient sur notre site, elle parle à l'agent et elle va aller jusqu'à booker la démo par exemple avec le prospect, ou même des fois en fait réussir à faire une démo. Et donc ça peut en fait à terme il y aura des cycles de vente qui se feront simplement avec un agent IA sur le site internet, quoi. Et qui parlera lui-même à un agent IA. Au final, le prospect, il enverra aussi son agent IA. On va arriver sur un truc. Et vous avez vu, je sais pas, tous les trois là, mais des benchmarks là-dessus. Est-ce qu'il y a je sais pas, Romain, est-ce que ça c'est des choses que tu as un peu étudiées en profondeur? Est-ce que tu as vu des benches ou des choses qui viennent montrer un uplift particulier de performance ou de je ne sais quoi, de conversion, de taux de... J'ai du mal à me fier à ces benchmarks parce que généralement ils sont faits par les acteurs qui éditent ces solutions-là. Donc il y a mais j'ai pas vu en effet de vrais benchmarks indépendants sur le sujet. En tout cas là j'en ai pas en tête. Mais après je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. Enfin j'ai un peu le même ressentiment, quoi. C'est le même ressenti sur la question. Après, même si on parle de l'IA, parce que là c'est vrai que Baptiste, toi tu parlais même des IA qui font des visios, etc. C'est assez poussé. Même si on parle des IA, tu vois, en amont sur la partie outbound qui vont automatiquement pour toi préqualifier tes prospects et surtout qui vont aller scanner tes prospects pour, tu vois, personnaliser tes emails, tes messages LinkedIn. Ça, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui font ça. C'est vrai que des fois, j'ai été assez impressionné par certaines IA, certains systèmes. Mais 90% du temps, je dirais que c'est quand même mal exploité, soit parce que l'IA est, je trouve, souvent mal paramétrée et ou en tout cas va sonner un peu fake. Il y a un peu ce truc-là, même si ça s'améliore, tu vois, à une vitesse assez exponentielle. Ou bien, et ça Baptiste l'a dit aussi, parce qu'elle se base pas sur les bonnes données. Elle a pas les bonnes infos de contexte. Ça, c'est un truc où la plupart des gens se plantent, c'est qu'ils pensent vraiment que l'IA va arriver et faire un truc magique à partir de rien. Non, en fait, c'est que si vous avez déjà utilisé ChatGPT notamment, vous vous en rendez compte, la qualité de votre résultat va dépendre directement de la qualité du prompt initial. Et ben c'est pareil en fait dans ce contexte-là. C'est que il va falloir bien nourrir l'IA avec les bonnes infos de contexte, pas non plus lui donner tout. Si tu lui donnes toutes tes infos, elle va être perdue et donc du coup elle va pas savoir où chercher l'info. Voilà, bien structurer en amont toute la data dont elle dispose et lui dire exactement, enfin voilà, bien la paramétrer pour que ça marche. Et ça c'est souvent pas le cas, en tout cas dans ce que moi j'observe. Je vois qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, quoi. Mais après, à mon sens, à nouveau, les vraies questions, si on parle parce qu'on en parlait tout à l'heure d'hyper personnalisation, c'est ça veut dire quoi hyper personnalisation, et est-ce que ça change vraiment la donne dans ton approche? Tu vois, moi typiquement avec mes clients, j'ai plutôt une approche où on va bosser sur des campagnes, sur des segments cibles très précis, ce que j'expliquais juste avant. Donc l'idée c'est à la fin d'avoir des listes de 100 à 500 prospects par exemple, ou peut-être un peu plus, mais on est loin des campagnes à gros volume sur 12 000 prospects. L'objectif c'est que tous ces prospects ils partagent suffisamment de points communs pour que tu puisses avoir un copywriting vraiment spécifique sur les points qui comptent vraiment. Donc, par exemple, sur les problématiques précises que ces gens-là rencontrent au quotidien. Et là, j'ai envie de te dire, si tu es bon sur ce point-là et qu'en plus, tu as une bonne proposition de valeur, même sans IA, tu auras des bons résultats finalement. Alors, on en revient sur les fondamentaux.
Sur ce sujet-là, Julien, est-ce que c'est un truc que toi qui étais à la frontière, je dirais sales market de manière assez récurrente et assez courante dans ce que t'as géré, est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu mobilisais aussi les équipes de BDR, SDR, etc. C'est-à-dire vraiment d'aller dans la réflexion, ce que vient d'expliquer Romain là, sur le pain point, sur la manière de l'exprimer. Moi, je trouve très personnellement, c'est vraiment un point faible dans beaucoup d'équipes commerciales, c'est pas forcément avoir cette mindset-là et ou en tout cas pas savoir bien l'exploiter. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu es intervenu, toi Alors, oui, je vais juste faire un pas en arrière avant de répondre à ça. Ouais. Moi, je prendrais un angle différent. On a parlé difficulté de setup, on a parlé efficacité, rentabilité, etc. Pour moi, je vais enlever ma casquette marketing 2 secondes et mettre la casquette expérience client. Pour moi, c'est déjà une question de respect du client. L'intelligence artificielle dans ce contexte-là, en inbound, super. Pourquoi ? Parce que ça a un avantage pour le client. Tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de temps d'attente, tu peux répondre à toutes ces questions, tu peux, comme le disait Baptiste, faire une première passe sur essayer d'estimer combien ça coûte, combien ça va marcher, etc., faire une première évaluation, et renvoyer vers un humain au besoin, à la demande du client. En outbound, je trouve que c'est simplement un manque de respect hallucinant. Quand tu t'adresses à des decision makers, tu veux parler à un CTO, un CFO, un CEO, t'as déjà une chance extraordinaire s'ils ont 3 minutes à t'accorder, et toi, tu leur balances un robot. Je veux dire, imagine 2 secondes, je reçois 200 messages aujourd'hui, j'accepte de prendre du temps pour répondre aux tiens, et je parle à une intelligence artificielle. Jamais de la vie, je vais bosser avec toi. Mais tu prêches un convaincu. Hein. L'autre jour, dans un groupe je te coupe, mais l'autre jour, dans un groupe de connaissances et bref, quelqu'un a partagé une séquence de quelqu'un qui était un peu absurde, dont on s'est posé la question de savoir si c'était une IA ou pas derrière, parce que c'était difficile de savoir en fait. Ça avait l'air, je pense qu'il y avait une stratégie de rendre ça suffisamment entre guillemets absurde pour que ça sonne un peu humain, mais peut-être que c'était, ou alors peut-être c'était juste quelqu'un qui faisait à la place de quelqu'un, donc c'est une sorte d'IA humaine. Mais en tout cas oui, tu prêches un convaincu. Moi, il y a rien de plus frustrant que d'arriver de lire un message où ça pue la séquence mal fichue par quelqu'un qui est dans son canapé, qui a prévu les 5 prochains messages, et puis en plus, bon, une fois sur 2, c'est quand même écrit avec les pieds, pour rejoindre ce que disait Romain tout à l'heure, sans vouloir dénigrer mes amis. Donc, je te rejoins assez là-dessus. Maintenant, la question c'est, est-ce que l'IA ne devrait pas pouvoir nous permettre, justement, d'améliorer ça ? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, franchement, je suis hyper humble là-dessus. Je me dis, on peut pas demander à tous les commerciaux de la planète d'être très bons sur ce sujet-là. Et peut-être aussi un truc, il y a des gens qui sont moins bons, plus dans la négo, et peut-être, j'en sais rien, tu vois, il y a des choses différentes. Est-ce que l'IA devrait pas pouvoir nous permettre d'améliorer ça concrètement, quoi? Ben, je pense que l'IA a un rôle extraordinaire sur tout ce qui se passe en arrière-plan. C'est-à-dire ta construction, ton automatisation, ta gestion de liste, ta gestion de consentement, ta gestion de ce que tu veux. Toute la gestion devrait pouvoir être automatisée. Par contre, ce qui fait que c'est de la vente, c'est qu'il y a un aspect humain. Encore une fois, si tu veux faire du e-commerce, tu fais du e-commerce. Mais à partir du moment où tu veux faire de la vente avec un décisionnaire, il faut une touche humaine. Et tu dis, il y a tous les commerciaux sont peut-être pas très bons là-dedans. Ben très bien, mais tout le monde peut pas être bidard. Autant te dire que je savais que t'allais dire ça, t'allais dire je change de métier quoi. Ben voilà, moi je saurais jamais de ma vie être bidard. Je vois qu'à la fois Romain et Baptiste ont fait ça à un moment de leur vie, je serais jamais foutu de faire ce job. Je trouve que c'est incroyablement difficile. Et heureusement, c'est ça qui les différencie de la meute, parce qu'ils savent faire ce job-là. Et ça a un impact énorme sur le futur de leur carrière, parce que t'as une capacité que la plupart des gens n'ont pas. Mais c'est pas parce que c'est très difficile qu'il faut justement le remplacer par une machine. Non, voyons la beauté de cette capacité à être capable de convaincre en quelques secondes en décrochant ton téléphone ou autre canal. Je vois pas l'impact de l'intelligence artificielle là-dedans. Pour moi, on ajoute juste une couche technologique sur un truc qui devrait rester profondément humain. Baptiste, c'est des choses que vous utilisez chez vous? Vous avez des outils, des process de travail, des stacks ou des choses comme ça qui s'intègrent dans ce qu'on vient de se dire? Alors, on l'utilise et justement, c'était un point que je voulais amener. Il y a aussi en fait un énorme risque à utiliser de l'IA, c'est dans les mains de qui tu mets en fait cette IA-là. Et quand tu considères aussi en fait des rôles de BDR, en général, c'est des personnes qui sont souvent juniors ou bien qui commencent leur carrière, ou ils ont déjà peut-être une première expérience, mais c'est pas tous des experts. Ils apprennent et on doit apprendre énormément de choses en tant que BDR, et donc ça peut très vite aussi être quelque chose qui est disruptif dans leur focus. Ils vont se dire, ah ouais, il faut que je crée cette séquence, cette automatisation avec mon IA, etc. Et ils oublient de faire leurs appels.
Et à la fin de la journée, ils sont à 15 appels versus 50 ou 60 qu'ils auraient dû faire. Donc ça, c'est un truc à vraiment considérer quand tu veux intégrer de l'IA dans ton entreprise. C'est qui ça va impacter, qui va l'utiliser, et est-ce qu'au final, c'est assez facile d'utilisation pour que ce soit au final un truc qui défocus pas mon BDR. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et évidemment, on l'utilise à travers, par exemple, des plateformes qui ont déjà de l'IA pour nous aider. Mais par exemple, ce que j'essaye de faire vraiment, c'est moi être vraiment avec mes BDR sur OK, on peut peut-être essayer d'automatiser ça, mais je vais faire une première version, une sorte de premier agent, et leur dire écoutez, je l'ai testé sur 2, 3 reprises, 4, 5 reprises. Les résultats que je trouve sont intéressants, ça m'aide à faire ça. Essayez-le maintenant. Et donc j'essaie d'y aller étape par étape, gentiment. Ouais, tu fais des POC que tu essaies de valider méthodologiquement. Par exemple, on a créé un agent pour créer des séquences sur des sujets bien particuliers, les aider à faire une première version que eux vont retravailler après pour personnaliser et vraiment avoir ce côté humain. J'ai créé un autre agent pour m'aider moi à revoir, disons, ces séquences-là. Je mets la séquence dans l'agent, ça me fait un scoring par rapport à ce que moi je pense ce qui est une bonne séquence. Il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Ça fait un scoring entier, ça fait même une réécriture en mode, sur tes critères, voilà comment au final peut-être la réécrire. Et du coup, ça permet de continuer à être créatif et de challenger un peu le BDR et ses créations. Tiens, attends, ça c'est un sujet qui m'intéresse là pour tous les trois. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est quoi être créatif dans ce métier? Comment tu l'incarnes? Dans quoi t'es créatif en fait? Il faut. C'est pas une question piège, hein. C'est une vraie question. J'aime bien cette question. Un bon BDR, c'est quelqu'un qui est malin, qui est débrouillard et qui va se réinventer continuellement, qui va savoir aller analyser sa donnée et faire des déductions de ce qui se passe et se dire tiens, là mon taux d'ouverture, mon taux de reply, il est pas bon, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et donc c'est continuellement chaque semaine être en mesure d'analyser et de troubleshooter quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec Baptiste. Bon, du coup, on s'éloigne un peu de la question initiale aussi, Dominique, mais pour moi, les c'est deux le but de critères, ce podcast, c'est on s'éloigne en permanence. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que une fois qu'on a acquis les fondamentaux, enfin, qu'il y a toute la base, sur le long terme, les deux critères, c'est régularité, itération. C'est si t'es régulier et que tu sais te poser les bonnes questions et itérer quand il le faut, normalement il y a aucune raison pour que t'arrives pas à atteindre tes résultats. T'itères sur quoi? Enfin, c'est quoi tes sujets d'itération? Alors t'as grosso modo les deux gros sujets, deux grosses thématiques sur lesquelles tu vas itérer en outbound. Si je mets de côté la partie technique, etc., mais c'est vraiment les deux grosses variables, c'est le ciblage et le message, quoi. Tu vois, la cible et l'approche que tu vas avoir. Et après, sur ces deux thématiques-là, t'as plein de sujets sur lesquels tu vas pouvoir itérer. Tu vas avoir des micro-itérations, des fois sur par exemple, je sais pas, si on parle du copywriting sur l'approche, tu vas pouvoir itérer jusqu'à l'objet de ton mail, par exemple, ou alors itérer vraiment beaucoup plus profondément l'approche globale en disant voilà, c'est plutôt là-dessus où j'accorde de l'importance, et telle séquence on a accès sur telle proposition de valeur. En fait on va tester une autre approche avec une autre proposition de valeur radicalement différente, voilà, ou alors sur la cible, voilà, tu peux tester des cibles des cibles différentes. Généralement en outbound, c'est sur ces variables là que tu vas pouvoir jouer. J'ai peut-être un truc super concret aussi pour toi, Dominique, dans mes équipes BDR en France comme à l'étranger. Un truc qu'on fait, c'est on préécrit les scripts, on leur donne les séquences, on leur donne tout, voilà ce qui a marché par le passé, voici ce qu'on a mis en place, voici ce qu'on pense va fonctionner, et après on donne la main à chaque BDR de personnaliser ce truc-là. Que ce soit l'email, l'inmail, que ce soit le téléphone surtout, et c'est là que tu vois le BDR qui va rajouter sa patte, sa dose créative qui fait que ça va mieux marcher ou moins bien que ses collègues. Parce qu'au final, le targeting, on utilise la même méthodologie pour tout le monde, les outils, c'est les mêmes pour tout le monde, la base du script, c'est le même pour tout le monde. Mais ce qui fait qu'un BDR va performer plus qu'un autre, c'est qu'il va rajouter sa patte par-dessus. Comment t'arrives, quand t'as finalement quelqu'un qui décroche le téléphone, en 3 secondes à faire en sorte qu'il te raccroche pas au nez? Ça, c'est le talent du BDR. Et ça, tu peux pas l'apprendre. Tu peux toujours filer des méthodologies, des scripts qui marchent bien, mais c'est le talent du BDR de déceler. Ouais, il y a une forme de séduction, finalement, et on a tous croisé des profils comme ça, qui sont très bons là-dedans, qui sont désorganisés au possible et pas une méthodologique, mais qui ont ce truc-là. Non, mais j'en ai croisé pas mal, en fait. Juste, Julien, sur ce point-là, est-ce que vous êtes capable, vous, d'identifier des patterns comme ça et de les répliquer? Est-ce que vous avez une logique? Parce que je sais qu'il y a des outils comme en France, il y a Mojo qui est assez connu là-dessus, qui s'inspire de Gong aux US. Voilà. Il
y a beaucoup de solutions comme ça maintenant, ça s'est démocratisé, mais qui te permettent d'aller, en tout cas c'est un peu la promesse, d'aller identifier typiquement ce genre de pattern-là pour après les répliquer sur toute ton équipe. Est-ce que c'est un truc que vous faites? Est-ce que ça marche? T'en penses quoi de ça? On l'a fait de manière artisanale pendant longtemps, petites équipes, nombre de séquences relativement faibles, donc on passait tous les vendredis un peu de temps et puis de manière mensuelle et trimestrielle un peu plus longtemps à regarder qu'est-ce qui marche pas, et puis après c'est des hypothèses. Ça marche parce que ça doit être ce truc-là qui fonctionne bien, alors on va essayer. Puis c'est de l'A/B testing continuel de toute manière. Et effectivement, on a commencé à utiliser des outils, pas Gong, mais des concurrents que dans ma dernière boîte qu'on vendait nous-mêmes à d'autres entreprises. Donc c'est bien de boire ses propres potions. Et de tester comment la technologie et l'IA justement peut t'aider à détecter ce qui fonctionne bien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, où je trouve que c'est là que l'IA est très fort. C'est pas pour parler à ton prospect, c'est pour analyser des tonnes de données que tu seras jamais foutu d'analyser avec ton propre cerveau qui ira jamais assez vite. Donc ouais, ça on fait, et même de manière artisanale, de toute façon c'est une bonne pratique de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on en apprend et comment on le partage aux camarades pour s'assurer que globalement, en tant qu'équipe, on avance tous ensemble. Vous avez des tops et flops, je dirais, d'activation outbound reçues, vues, ou dont on vous a parlé. Typiquement, j'ai discuté ça il y a quelques mois avec un collègue. Je reçois un peu moins là, mais il y a quelques mois, il y avait une mode alors surtout à l'étranger, parce que je pense qu'en France, je sais même pas si légalement c'est possible, mais des messages outbound rémunérés, quoi. Enfin, potentiellement rémunérés. On m'a même voulu m'offrir des Beats, enfin des écouteurs, pour répondre à une demande de rendez-vous de 30 minutes et filer mon avis ou filer du fric. On m'a proposé 100 balles, 200 balles, 300 balles pour aller faire un rendez-vous et filer mon avis. Par exemple, ce genre de truc. Alors, je crois qu'en France, ça se fait pas trop, mais j'ai reçu beaucoup plus de boîtes US, UK, etc., etc. Dans un autre genre, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu le moment des notes vocales aussi, où je pense que la logique psychologique était de se dire, la personne va avoir une espèce de FOMO de pas savoir quel est le contenu du message et va peut-être plus aller l'écouter que si c'est un texte. Je sais pas, j'essaye d'imaginer. C'est aussi, je pense que il y a beaucoup de gens, nous on est dans nos sphères outbound, on se rend pas trop compte, mais il y a quand même pas mal de gens, mine de rien, qui savent pas qu'on peut automatiser un vocal, qui commencent maintenant, ça a été démocratisé, donc ils commencent à le repérer, mais de la même façon que les premiers messages automatisés sur LinkedIn, au début, les gens ne s'y attendaient pas, savaient pas qu'on pouvait automatiser, donc ils pensaient qu'il y avait un vrai humain derrière. Et à partir du moment où tu penses qu'il y a un humain derrière qui t'a écrit, tu accordes un peu plus d'importance et par respect, tu dis, je vais l'écouter, je vais répondre. De la même manière que, encore aujourd'hui, moi, c'est ce que je pense, c'est que quand tu fais du multicanal, je pense notamment à la partie déjà LinkedIn email, ça fonctionne mieux parce que t'as quand même plein de gens qui sont pas du tout dans nos sphères marketing, sales, qui tu vois, savent qu'on peut automatiser bien sûr les emails, savent maintenant à force qu'on peut automatiser LinkedIn, mais quand ils reçoivent un email, une demande de connexion LinkedIn le même jour avec la personne, tu vois, du coup ça le met de suite le doute, ils disent tiens, ok, bon, c'est un vrai humain, voilà. Ouais, il y a un effet psychologique. Non, mais je parlais vraiment pour rebondir sur l'histoire de la créativité au niveau des formats ou des méthodes d'approche que vous avez observées qui semblent mieux fonctionner ou pas fonctionner du tout, qu'il faudrait pas faire du tout. Est-ce que ça vous évoque des choses? Ce que tu viens de dire, au final, rémunéré pour un rendez-vous, ça marche pas, quoi. Enfin, peut-être aux États-Unis, ça marche, mais. Ouais, j'avais fait un post là-dessus, Dominique, c'est mon post. Ah oui, c'est vrai. Mon post LinkedIn qui a le plus marché, de tous mes posts, mais de très très loin. J'avais fait des stats incroyables dessus, c'était parti, beaucoup trop loin. Sur, en effet, le fait d'aller envoyer un virement PayPal. Et en fait, en gros, il y a un moment, je sais pas, aux US, les mecs, ils se sont lancés dans ce délire-là. Et en fait, en gros, tu fais un virement PayPal de genre 10 centimes, 5 centimes à ton prospect. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, il reçoit un notif PayPal qui arrive direct en inbox. Et tu peux mettre un petit message sur la notif. Donc, ce qui fait qu'en fait, t'es assuré d'arriver en inbox avec ton petit message. Et ça, clairement. Faut avoir les coordonnées bancaires, quoi. C'est un peu à la frontière du dark web. Non, faut juste, non, parce que PayPal, c'est avec ton adresse mail. Ah oui, c'est vrai, c'est adresse mail. C'est là tout le hack, en fait. Donc, en fait, les mecs sont créatifs. De prime abord. Mais typiquement, regarde, sur ce sujet-là, tu vois, typiquement, c'est un exemple marrant parce que, en fait, le fond de ça, c'est, elle est où la frontière entre je crame mon business et ma boîte? C'est-à-dire qu'en fait, tu vois ça, réflexe de tout le monde, marrant, deuxième réflexe, creepy.
Enfin, je dirais, Exactement ce que j'allais dire. De forcément. prime abord, très malin, très créatif aussi, parce qu'il faut aller imaginer Ouais, le truc ouais, quand même. ouais. Hein. Donc sur la partie créa, on peut pas leur enlever ça. Mais c'est un cas, je trouve, qui illustre parfaitement ce point important, c'est qu'il y a une vraie différence entre obtenir l'attention de ton prospect et obtenir une réponse positive et avoir une bonne impression. C'est pas parce que tu vas attirer l'attention ou même être lu que ton approche elle fonctionne. Et soit souvent les gens ils se plantent un peu là-dessus, tu vois. Ça me fait penser aussi dans un autre exemple sur le groupe WhatsApp qu'on a en commun, Dominique, un truc qu'a partagé Moni récemment. Alors celui-là il est quand même assez violent. Et ça Ouais, a Money tourné Chip sur, qui fait du LinkedIn, LinkedIn Ads beaucoup. Ouais. Ouais. Et du coup, ça a tourné sur LinkedIn aussi, ce truc-là, je l'ai vu passer. C'était un mec dans son email en outbound, hein, qui mettait en objet, c'était en anglais, mais il disait, votre récap Pornhub 2025. Du coup, il mettait ça en objet. Et après, derrière, c'était un message d'outbound. Oui, donc c'était une blague. Et donc, le mec explique pourquoi il contacte la personne. Mais ça, c'est sûr que tu vas avoir un taux d'ouverture monstrueux avec ça. Mais derrière, tu vas te faire insulter de tous les côtés, quoi. Donc, fausse bonne idée, quoi. Après, en fait, Par il faut... contre, l'exemple que tu donnais, Dominique, nous on le fait. C'est-à-dire je l'ai fait par le passé, pas en France. C'est-à-dire les conversations rémunérées. Ouais. Aux US, on offrait des AirPods, donc c'est pas un petit budget. Au UK, on offrait, je sais plus, on utilisait un outil qui s'appelle Rich Desk, il me semble, qui te permet, ça peut être un café, ça peut être d'autres trucs. Ouais. Ça se fait beaucoup, ça marche très bien si c'est du super targeté. C'est-à-dire, t'as intérêt à être sûr de ton message, parce que la personne, elle vient pour récupérer le prix, hein, elle vient pas pour taper la conversation. Donc, Ouais. t'as intérêt à être vraiment sûr que tu parles à la bonne personne et que ton message, il va être impactant. Parce que, à moins que tu lui réoffres un truc derrière, elle revient pas. Donc, faut être sûr que ce soit le bon moment, la bonne personne, qui a un budget, qui a un projet, qui a une autorité. Il faut que tu aies fait tes recherches en amont. Nous, on fait ça à l'étranger pour les campagnes IBM et ça marche super bien. Mais il faut que ce soit dans une logique où tu es vraiment sûr de toi. Sinon, tu es juste en train de brûler ton budget. Et puis, les gens, quand ils savent que t'es prêt à leur filer des AirPods pour discuter, ils vont pas revenir par la suite si t'as rien à leur offrir parce qu'ils savent que t'es prêt à mettre. Eh ben, continue à ramener l'oseille, on discutera par la suite. Et on fait pas du tout en France. Après, pour boucler un peu le sujet aussi, on revient sur le côté créativité, mais il faut exactement comprendre au final qui on target, c'est quoi notre cible, c'est quel type de personne. Par exemple, je te donne l'exemple Agorapulse, on target des personnes de social media management. Donc, des fois, en fait, on target à travers Instagram, on envoie directement un DM, en fait, à la page de social media, on regarde si ça répond pas. Bon, est-ce qu'ils sont vraiment à cheval sur leurs réseaux sociaux ou pas? Ça peut être un screenshot après qu'on prend pour utiliser dans une séquence, des trucs un peu originaux comme ça, ou même à travers la page LinkedIn du compte. On a prospecté peut-être les 2-3 social media personnes, ou bien ça répond pas. On passe par juste un message à la page de l'entreprise LinkedIn, et ça nous fait des résultats de temps à autre. Donc c'est le multi-threading, disons, le multicanal, c'est d'accord, évidemment, email, LinkedIn, téléphone, mais il y en a quelques-uns aussi, en fait, en dehors de ça, qui sont hyper importants et qu'on a tendance souvent à négliger aussi. Ouais, il y a des le courrier, il y a plein même de leviers traditionnels qui marchent encore, quoi. Il y a un exemple, je sais pas, Romain, là, toi, il y a un exemple d'un truc que t'as vu passer, que tu sais, où tu t'es dit, ah putain, ils sont forts les mecs, et que tu sais que ça fonctionne, enfin tu vois, ou quelque chose d'un peu comme ça. Parce que je me dis, en fait, de tout ce qu'on se dit là, ce qui fait la différence, c'est justement cette capacité à inventer ou réinventer un format ou une méthode d'approche qui soit un peu unique, parce que finalement, si c'est une méthode d'approche que moi, par exemple, j'ai déjà vu 25 fois, elle va moins bien marcher à la 25e que la première. Ça, c'est juste un effet d'accoutumance des sujets, quoi. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, le premier qui a reçu une note vocale, peut-être que ça a cartonné parce qu'il croyait que c'était sa mère qui lui envoyait une note. Bon, après, il s'est rendu compte que c'était pas sa mère et que c'était le commercial qui lui vendait un sas ou des matelas. Donc, est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu t'es dit, tiens, ça, putain, ils sont forts, quoi. T'as un souvenir d'un truc là comme ça? Bah là comme ça, alors moi je vais pas te mentir, comme je disais, hein, je reçois très très peu finalement, tout est relatif. Mais non, je mais reçois toi pas ou beaucoup, que tu as vu dans des... Ouais, ça m'arrive en effet, hein, je vais pas te mentir, sur LinkedIn de voir des exemples où je me dis ah bien joué, en effet, ça reste assez rare. Et il y a ce truc là que tu disais, en fait, c'est que si une approche est communiquée à grande échelle sur LinkedIn, bah, très vite, elle va être appropriée par plein d'autres équipes. Ça va devenir saturé et du coup, ça ne marche plus, quoi. Mais alors, du coup, est-ce qu'on doit croire les mecs qui, comme toi, viennent nous balancer des séquences et des idées publiquement? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut acheter l'appel? Ou est-ce qu'en fait, j'aime pas. Et si tu regardes, c'est très rare que je publie
des modèles d'email ou de messages, tu vois, parce que je trouve que ça fait pas trop sens en fait. Chaque contexte est vraiment unique, tu vois, et donc du coup tout l'objectif c'est d'avoir une approche unique adaptée vraiment à ton contexte, ton offre, ta cible, et donc du coup avoir des templates. J'ai jamais été trop pour les templates, pour s'inspirer éventuellement. Je parlerais plus de structure, tu vois, de mail, de structure de séquences, etc., que je vais pouvoir répliquer. Mais sur le contenu, vraiment, les templates, c'est pas un truc, tu vois, que je consomme trop et dont je m'inspire vraiment, quoi. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais dont je voulais qu'on discute, qui me semble assez important, qui peut-être tombe pas sous le sens, mais qui a du sens, je crois, j'espère, d'aller me dire, mais non, c'est vraiment le ownership, en fait, de ce sujet de la outbound, qui, en fait, je crois que dans la plupart des boîtes, alors peut-être que Julien est le contre-exemple, mais il y a quand même énormément d'entreprises dans lesquelles c'est quand même plutôt une pratique sales. Si je la résume un petit peu, hein, je vais aller tirer le trait un petit peu. Moi, typiquement, ça fait 15 ans que je travaille dans le secteur du marketing. Je n'ai jamais géré ce sujet-là en direct, à part dans des groupes de travail ou effectivement dans de la coordination avec les équipes commerciales, parce qu'évidemment, on est sollicité et mobilisé d'une manière ou d'une autre pour venir apporter de la valeur, apporter des idées, challenger, etc., puis intégrer ça dans les séquences de travail plus globales. Mais en gros, qui est-ce qui doit avoir l'ownership de ce truc-là? Qui doit piloter, selon vous? Et comment et pourquoi? Alors, chacun va parler pour sa paroisse, mais Julien, toi qui a eu un peu le entre deux, ou au milieu, ou je sais pas quoi, ou qui a eu le scope un peu comme ça, comment tu vois ce truc-là, toi? Parce que, attends, juste complète avec un truc. Tout à l'heure, on parlait beaucoup excuse-moi, Vas-y. On parlait beaucoup de créativité, même de copywriting, où traditionnellement, des profils commerciaux, c'est pas leur point fort. On va quand même pas se mentir. Enfin, moi, j'ai vu aucun commercial dans ma vie se former au copywriting. Je n'ai jamais vu. Très personnel. Donc, comment tu vois ce truc-là? Après, il y a copywriting et copywriting. Il y a aussi le côté humain. Le fait que tu fasses quelques erreurs, ça renforce le côté humain. T'as pas besoin de faire du Victor Hugo à chaque fois que t'envoies un email. Non, mais quand je dis copywriting, c'est dans le sens efficience du sujet. Bien tu sûr. vois, c'est... Moi, il y a pas photo. J'ai fait BDR côté marketing et BDR côté sales. Il faut que ce soit côté marketing. Ça n'a aucun sens quand c'est pas côté marketing. Mais t'es conscient que c'est très rare ce que tu dis. Oui, mais après tout ce qui est cher est rare. Et inversement. Ce sera affiché en gros sur la miniature du. Non, mais je vais te dire pourquoi. Il y a 4 trucs essentiels. 1, de mon expérience, la relation et l'alignement sales et marketing n'est jamais meilleur que quand les BDR sont au marketing. Ça crée un espèce de pont entre les deux équipes et on commence enfin à parler la même langue. 2, les BDR sont informés. Dans mes équipes, les BDR sont à toutes les réunions importantes, évidemment, marketing, pas à chaque fois qu'on discute quel croissant on va manger le lendemain. Et du coup, ils connaissent toutes les campagnes qui vont arriver, tous les sujets qu'on aborde, les nouveaux messages qu'on va lancer, les trucs qu'on va tester, ils sont au courant de tout. 3, ça t'arrête ton débat interminable. À qui qu'il est le pipe, l'attribution. Non, ça c'est du pipe sales, ça c'est du pipe marketing. On s'en fout, c'est du business. Tout tombe dans le même bucket, il y a plus de débat. Les BDR sont au marketing, tout ça c'est du marketing. Il y a plus de questions à se poser. Et le 4e qui est peut-être le plus important pour moi, c'est tu commences enfin à réfléchir en termes de campagne intégrée. Pourquoi, selon moi, certaines campagnes d'outbound fonctionnent plus que d'autres? C'est parce qu'il y a eu tout un travail marketing en amont. Je suis pas fan du cold calling pur et dur. C'est-à-dire cold calling, certes, mais il faut chauffer un petit peu le marché avant. Il faut faire connaître ta marque, faire en sorte qu'ils aient déjà vu une pub sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, dans la rue, dans un magazine, peu importe. Il faut faire ce travail en amont. Et quand tu remets les BDR chez le marketing, tu peux commencer à penser en termes de campagne intégrée de A à Z et non plus à penser, tiens, j'ai des BDR qui font de l'outbound sur une liste qu'on leur a filée et j'ai du marketing qui essaie de faire des activités à côté et puis on se fait une réunion de fois de temps en temps pour assurer d'être aligné. C'est une connerie, ça. Tu les mets tous dans la même équipe, là, ça commence à marcher et de manière super efficace. Peut-être je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. L'autre avantage, Julien, peut-être que... Je crois que Baptiste, il va pas forcément acheter ça, mais on va venir dessus. Moi, juste, l'autre question que j'avais, Julien, par rapport à ce que tu viens de dire, que tu vas me confirmer ou pas, mais pour moi, le gros avantage aussi de ton approche, c'est que que le marketing bénéficie directement des retours terrain des BDR. Et donc, du coup, peut itérer plus rapidement. Ça, c'est hyper intéressant. 2000%. 2000%, ça marche dans les deux sens. Ils font partie des équipes. On les considère comme l'équipe marketing. Et ils ont leur mot à dire aussi sur les campagnes. Ça, c'est ça qui est important. C'est qu'on invite nos BDR à avoir une opinion sur les campagnes marketing et à nous faire des retours. Et juste avant que Baptiste prenne la parole, je veux juste donner un point de contexte. Il bosse. Il appuie.
pour le seul CRO au monde qui est un ex-CMO. Du coup, il fait partie du marketing. Là, même, ça. j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Avec ce point de contexte, Baptiste, à toi. C'est parti. Merci beaucoup. Non, en fait, oui, j'ai vécu différentes situations. Je l'ai vécu. J'ai été dans ma première boîte SaaS sous le marketing, ensuite sous les sales. Après, dans la suivante, j'étais sous le CEO directement. Et là, actuellement, chez AgoraPulse, en effet, on est une équipe revenue. Et c'est un truc le modèle actuel que je vis, je l'apprécie énormément parce que l'équipe BDR est considérée au même niveau qu'une équipe sales, qu'une équipe marketing. Moi, mon N+1, c'est Selma, c'est ma CRO. Et je suis pas, en fait, il y a une vraie importance. Et dans beaucoup d'entreprises, t'entends très rapidement, oh yeah, you're amazing, BDR team. On sait que votre travail, il est super dur, etc. Mais on est toujours, en fait, un échelon en dessous et peu souvent considéré à peu près à la même valeur que des commerciaux. Donc le modèle, moi, je l'adore et ça n'empêche pas un très bon alignement avec l'équipe marketing. Mais en fait, je pense qu'il est le modèle de où mettre l'équipe BDR ou l'outbound, c'est propre à chaque boîte. Où est-ce que tu es dans ton niveau de maturité? Quelle est la taille de l'entreprise? Quelles sont les forces aussi de ton head of marketing? Quelles sont les forces peut-être de ton head of sales, si tu en as un aussi? Donc il y a beaucoup de, je pense dans ma tête, il n'y a pas forcément une super réponse, et donc c'est propre à chaque business, j'imagine. Mais c'est aussi lié, je pense, à la personnalité du leader marketing aussi. C'est-à-dire que toi, Julien, qui est peut-être assez en maîtrise de ces sujets-là, t'as plus de facilité à aller te rapprocher d'un BDR ou quoi et à formuler une approche qui ait du sens pour lui et à rendre le truc effectif et etc. Je connais beaucoup de leaders marketing qui n'ont pas du tout cette culture-là. C'est vraiment la culture de la vente. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien vendu eux-mêmes directement, parce que c'est un métier et c'est une manière une posture par rapport à un client. C'est très particulier en fait, et quand tu l'as jamais fait toi-même directement un petit peu, c'est peut-être compliqué aussi. Je me fais juste l'avocat du diable, mais c'est peut-être compliqué de piloter des gens qui sont censés faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a aussi ta posture qui fait que, et dans le cas de Baptiste, ça fonctionne, étant dans une structure aussi repensée, optimisée par quelqu'un qui a fait les deux métiers, on va dire, et qui est Selma, qui a une vision revenu un peu globale. En tout cas, c'est son ambition, et qui est en capacité d'être pertinente en fait sur ces sujets. Et là, Selma, avec tout ce qu'on raconte là, j'espère qu'il va y avoir un café qui va tomber, parce que là, ça passe la brosse, quoi. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec ça, sauf que t'as pas un CMO aujourd'hui qui est capable de maîtriser 100% de ces sujets. Le CMO d'aujourd'hui, c'est pas le CMO d'il y a 20 ans, d'accord? Tu gères des canaux que tu connais pas forcément, t'es obligé d'être sur la brèche sans arrêt, t'apprends des nouveaux trucs. Donc le côté BDR, pour moi, c'est presque un canal comme un autre. Comment je fais pour le gérer? Je suis pas un expert de la vente, moi j'ai pas commencé comme BDR dans ma carrière. Par contre, j'ai recruté un Baptiste qui connaît son sujet sur le bout des doigts et qui va gérer l'équipe BDR en aval et qui va me gérer moi en amont et m'apprendre ce que je dois savoir parce que je suis là pour l'écouter. C'est pour ça que je recrute des experts. Le fait de l'intégrer, pour moi, le gros avantage, c'est que tu l'intègres et du coup, les BDR font partie du marketing et on bosse main dans la main. Après, tu peux avoir d'autres structures qui font que la culture d'entreprise fait que de toute façon, on va bosser main dans la main. Moi, ça n'a pas été mon expérience par le passé. Là où ça a mieux marché, c'est vraiment quand on est dans la même équipe. Romain? Sur ce sujet-là, de comment bien du sûr. ownership Moi, et du... dans l'idéal, l'outbound, il devrait être vraiment à la frontière entre sales et marketing. Enfin, je suis assez d'accord avec la vision de Baptiste et celle de Julien, en fait. Je trouve que les deux sales, donc les deux pôles sales marketing vont avoir des compétences complémentaires. Tu vois, le marketing qui va être mieux formé à ces notions-là de messaging, de stratégie, de contenu, de comprendre les audiences. Les sales, eux, vont comprendre le terrain, les objections, ce qui fait vraiment bouger un prospect. Le problème, c'est que en effet, trop souvent, mais c'est pas toujours le cas, heureusement. Et quand on écoute ce que raconte Julien ou Baptiste, ça donne de l'espoir. Mais trop souvent, il y a un fossé entre les deux. La réalité, c'est que moi, je vois beaucoup de contextes et trop souvent, voilà, ce fossé-là entre marketing et sales. Le marketing qui génère des leads que les sales trouvent pourris, ou les sales se plaignent qu'ils n'ont pas assez de leads et utilisent mal ceux qu'ils ont. Le truc que tout le monde rabâche. Moi, ma recommandation, souvent, mais à nouveau, ça dépend vraiment de chaque. Mais si je pars vraiment from scratch avec une boîte un peu structurée, c'est d'avoir vraiment un pôle dédié à l'outbound un peu. En fait, finalement, ce que Baptiste décrit, moi, c'est une des structures que j'aime bien. D'avoir au moins quelqu'un à minima ou même une équipe en fonction de la taille. L'idée, c'est que ce pôle puisse vraiment jouer aussi ce rôle de transition et d'alignement entre le pôle sales et le marketing.
Donc moi souvent j'arrive dans des boîtes où ils ont une équipe sales, une équipe marketing, ils ont jamais fait d'outbound. Jamais de manière vraiment structurée sur la partie email, LinkedIn automatisé, etc. Ils connaissent pas du tout ces sujets-là. Ils veulent s'y mettre et du coup, dans ces contextes-là, j'ai des fois des boîtes où ils décident, mon interlocuteur principal ça va être le directeur commercial et d'autres fois ça va être le directeur marketing. Et dans les deux cas, il y a des problématiques parce que c'est des personnes, donc quoi qu'il arrive, quand j'ai jamais fait d'outbound. Quand je caricature un peu, mais quand c'est plutôt la partie commerciale qui va prendre le leadership là-dessus, ça va manquer souvent de subtilité, ça va vouloir aller très vite, ça va avoir une approche un peu trop bourrin. Et à l'inverse, un marketeur qui veut faire de l'outbound pour la première fois, il y a vraiment les mêmes problèmes qui reviennent souvent, notamment, je pense, un truc très classique, mais dans le copywriting, à avoir des mails de prospection qui vont ressembler à des newsletters. Tu vois, des trucs qui sont pas assez directs ça va parler à tout le monde, mais les trucs vraiment tu les lis, tu te dis non mais ça jamais t'envoies ça manuellement à quelqu'un en fait. Moi un exercice que j'aime bien dire à mes clients, c'est imagine là, moi je te donne un contact, je te dis tiens, il y a un tel qui est intéressé, envoie-lui un mail de ma part. Comment tu lui écris, quel ton tu vas adopter, inspire-toi de ça et garde un peu ce ton-là et arrête avec tes trucs d'inspiration newsletter. Moi, il y a un truc d'ailleurs là-dessus que je voudrais comprendre. Pourquoi les mecs ou les nanas qui font leur bande cherchent toujours à avoir des trucs hyper gênants. Moi, les 3/4 des messages que je lis, je suis gêné pour la personne qui l'écrit. C'est-à-dire la tentative de faire des espèces de mini-blagues un peu provoque gentilles, mais quand même, je veux montrer que je suis un peu smart parce que je viens de chercher sur un... Soit c'est ça, soit c'est vraiment d'une platitude affolante. Genre, c'est quoi ce que tu viens de dire, Romain, c'est plein de sens. C'est-à-dire, en fait, faut juste... Et moi, ce qui est marrant, ce que tu viens de dire, c'est que c'est une des règles d'or du marketing que moi, je m'applique dans tout ce que je fais. Et ce que je dis à toutes les équipes avec qui je bosse, c'est, en fait, il faut faire, produire, écrire comme on parle dans la mesure du possible. En outbound, tu parles là, hein. Surtout. Après, je suis pas forcément, moi, en fait, si je reçois une newsletter, je partageais ce que tu dis, parce que si je reçois une newsletter, j'ai accepté de la recevoir parce que c'est un contenu qui m'intéresse. En fait, je m'en fous que tu me parles de manière hyper générique. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, ce tone of voice là, à part si t'es dans un rapport annuel, ou un truc vraiment avec un degré institutionnel et corpo, où ça peut s'y prêter, les phrases avec des conjonctions de coordination dans tous les sens, virez-moi ça, quoi. Moi, je passe mon temps à simplifier, en fait, au maximum. Et en fait, je pense qu'on est exactement dans la même logique au niveau de l'outbound. Donc, je ne comprends pas pourquoi, côté outbound, je ne reçois que des mecs qui ont essayé de faire les malins avec des trucs, des jeux de mots, des trucs avec des 3 petits points et réponds-moi pour avoir la suite du message de machin. Aussi parce que on le disait tout à l'heure, un volume tel, faut sortir de la meute, donc c'est pas facile. Déjà, c'est comme je dis pas que c'est facile. Pour 250 qui passent sur scène, t'en as peut-être 2 qui vont sortir du lot et puis 198 qui vont se planter. Je pense que c'est vraiment un art, c'est difficile. Et puis tout le monde ne réagit pas à la même chose. Ce qui te plaît pas à toi plaira peut-être à un autre. Alors ça, moi je suis hyper difficile et d'ailleurs Romain on en a déjà parlé plusieurs fois et je sais que Pascal, plein d'autres me disent souvent non mais toi t'es chiant, tu réponds à rien et machin. Ce qui est en plus pas forcément vrai. J'essaye de dire que juste quand je suis pas intéressé. Tu cultives un peu ce truc-là, quoi. Non, je cultive pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a des moments où je vois des trucs, mais je sais même pas quoi répondre. Je suis gêné pour la personne en face, quoi. Et j'en vois régulièrement. Alors, il y en a plein qui sont juste basiques et en fait, ça se dénote pas, ça se démarque pas, comme disait Julien. Et je comprends, mais en fait, c'est comme dans le market. Si tu te démarques pour te démarquer, tu vas faire de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher à te dire, ok, en fait, je vais rajouter telle couleur là, ou je vais rajouter tel type d'argument que le concurrent n'utilise pas parce que, ou je vais aller sur un territoire de marque que personne ne prend. Bah oui, personne le prend parce qu'en fait, dans tel secteur, si tu prends tel type de typologie, tel type de couleur, tel type de manière de présenter ton produit, ça va être un repoussoir absolu. C'est pour ça que les gens n'y vont pas, etc., etc., etc. Donc, je trouve juste qu'en fait, parfois, ça manque un petit peu de subtilité, en tout cas de mon point de vue là-dessus, quoi. J'avais une question pour toi, Baptiste, parce que tu as évoqué le sujet tout à l'heure et je voulais qu'on revienne deux secondes dessus. Pour toi, les gars avec qui tu bosses aujourd'hui dans tes équipes, alors ça va sortir un petit peu de tes équipes, mais ça touche un peu l'équipe commerciale au global. C'est quoi la vraie différence entre bosser un lead un peu outbound et un lead plutôt inbound, comme genre dans ce que tu perçois et dans la manière dont vous faites le boulot derrière, où les équipes font le boulot? Comment t'arriveras à qualifier un peu les avantages et les inconvénients des deux côtés, parce que j'imagine qu'il y en a pas forcément un meilleur que l'autre selon comment on se situe. T'arriveras à qualifier ça? C'est une sacrée question. Je peux essayer de répondre. Sur l'inbound, on va essayer d'être relativement agressif. Si c'est une demo request, il faut que ce soit le téléphone dans les 5 minutes. Si ça répond pas au téléphone, c'est ajout sur LinkedIn. Ensuite,
email de séquence, tu lances une séquence en fait dans la même journée. Donc il y a déjà 3 touches, tu vois, dans la même journée. On va rester assez agressif aussi sur d'autres peut-être signaux inbound, comme je sais pas, quelqu'un qui fait un trial. On va essayer de rapidement au final les contacter, et peut-être un peu plus relax sur des signaux un peu plus faibles, du genre des téléchargements de documents, etc. Mais En préqualifiant en amont, Baptiste, du coup, juste parce qu'en inbound, tu peux avoir beaucoup de déchets. Vous avez du coup un système qui préqualifie en amont, qui s'assure que, vous ouais, passez le pas du temps à essayer marketing. d'appeler des. Ouais. Ouais, bah on a préqualification et enrichissement aussi en amont. Il y a quand même des choses qui passent en MQL qui sont pas quali, hein, mais ça de toute façon c'est la réalité du business. Comment? Non, ça n'arrive pas, ça. Et c'est un travail continu d'amélioration. Donc ouais, on va essayer d'être orienté téléphone et après mise en séquence par la suite, avec des des espaces qui sont plus restreints que de l'outbound. Sur l'outbound, on va essayer d'être beaucoup plus relax quand même, sans trop forcer la personne. Et ce que je dis à mes BDR, c'est que vous êtes des mini psychologues en fait. Que ce soit quand vous allez sur un call de pré-qualif ou bien sur un call, vous avez la personne qui répond. Il faut que vous sachiez en fait lire la salle instantanément, voir un peu en face de qui vous êtes, quel comportement la personne a pour s'adapter. Et donc c'est la même chose dans la construction de ces séquences. C'est au départ, on va essayer d'être au final un peu gentil. Et je leur dis, soyez avec toute cette hyper personnalisation constante, enfin ces sujets un peu shiny, buzzword, tout ce que tu veux. En fait, soyez simple, direct. Et n'ayez pas une approche trop commerciale. Faut pas se dire, faut pas que la personne se dise, il est déjà en train d'essayer de me vendre quelque chose. Il me parle des bénéfices de son outil, etc. Donc, essayez de faire des choses qui sont plus par rapport à la personne qu'on va prospecter versus dire, on est à GoRapples ou on est tel outil et on fait ci, on peut vous aider à faire ça. Donc un peu soft au début de séquence, ajouter de la valeur quand on progresse aussi. Donc c'est une stratégie qui est différente parce que il faut vraiment essayer d'aller sur la valeur et aussi raisonner avec la persona qu'on a en face de nous. On va pas aller envoyer le même message à forcément un social media manager versus un head of social media versus un CMO. Et ça, il faut vraiment au final l'avoir. Quand au final le côté inbound, tu peux être un peu plus large, ça marche un peu mieux. Pour clôturer sur cet échange qui est hyper intéressant, je voudrais juste qu'on fasse des petits paris, des petites prises de position personnelles là, parce que je pense que tout ce qui concerne l'outbound, c'est vraiment un métier qui évolue. En tout cas, une expertise qui a beaucoup évolué, qui continue d'évoluer. Alors, avec l'évolution technologique en premier, mais aussi l'évolution réglementaire, etc. Ma question, c'est vers quoi ça va dans les prochaines années? Enfin, à quoi vous pensez qu'on va se confronter? J'avais un peu 2 scénars en tête, moi, qui me sont venus comme ça. C'est scénar 1, en fait, de plus en plus, ça sera peut-être un canal ultra premium qui ne sera pertinent que si on a les moyens humain, temps, argent, de bien qualifier en amont, d'avoir les bonnes bases de données avec les bonnes infos, d'avoir la finesse dont tu parles, Baptiste. C'est-à-dire, cette finesse-là, ça vaut de l'argent, ça vaut du temps, c'est du travail, donc il faut être dans une boîte qui a les moyens de se le permettre. Donc, est-ce que, en fait, c'est un canal qui restera pertinent pour les big guys qui ont les moyens de l'utiliser correctement et qui se battront entre eux? Et puis, tous les autres, en fait, finalement, comme ils peuvent pas rentrer dans cette finesse-là et dans le temps disponible pour le faire, ça va être shitty et ça sert à rien de l'utiliser. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, la démocratisation totale par l'IA va faire qu'en fait, c'est un truc qui va encore plus occuper le quotidien d'à peu près toutes les boîtes, de se dire, ça va devenir aussi évident que j'en sais rien d'être équipé en outbound et de ce type d'outils-là que de à l'époque faire du phoning ou j'en sais rien le démarchage à porte comme tu disais tout à l'heure, Romain, quoi. C'est quoi, ou encore autre chose, j'en sais rien, c'est quoi votre position là-dessus? Romain, si tu veux peut-être embrayer? Ouais, écoute, moi, alors c'est une grosse question très compliqué à répondre. On est là pour prendre des paris, hein. On reviendra dans 3 ans. Ouais. Moi, je pense que d'un côté, tu vas avoir une automatisation encore plus poussée avec l'IA. Les outils vont devenir de plus en plus puissants là-dessus, et surtout qu'ils vont se démocratiser, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, pour mettre en place vraiment un vrai système un peu complexe où tu veux récupérer de l'intent automatiquement, alimenter une IA, etc. Enfin, c'est quand même, il y a une barrière technique encore à l'entrée, mais qui vraiment diminue de plus en plus, et je pense qu'elle va se démocratiser. Donc, on va pouvoir faire beaucoup plus de volume quali avec moins de ressources humaines. Mais de l'autre côté, et à nouveau, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on
point-là, il est crucial, c'est que les prospects vont devenir encore plus exigeants. On en revient à mon point de départ du début de l'épisode, et capable encore mieux, en tout cas, de détecter l'automatisation, l'IA, même bien faite. Donc, le différenciateur, à nouveau, ce sera l'humain. Les boîtes qui vont gagner en 2017, 2018, 2029 et au-delà, ça va être celles qui vont savoir utiliser l'IA intelligemment pour aller gagner du temps sur les tâches chronophages, tout ce que, en fait, ce que disait Julien tout à l'heure, qui était très juste, vraiment tout ce qu'on va être plutôt gestion, mais qui arrive à comprendre, à identifier où mettre de l'humain là où ça compte vraiment. Donc en gros, l'IA va gérer tout le travail de fourmi, scrapping, enrichissement, le premier niveau de personnalisation, les gestions des relances, etc. Et l'humain, il va se concentrer sur l'analyse stratégique, la validation finale de ce que fait l'IA, et surtout les conversations avec les prospects et toute cette logique d'itération, etc. quoi. Julien, c'est un peu ce que j'ai ton avis là-dessus? Moi, je pense que c'est très cyclique. C'était un truc un peu premium. C'est devenu incroyablement démocratisé. Tout le monde peut en faire. Ça va tuer le marché. On va plus être capable d'atteindre qui que ce soit. D'ailleurs, tu vois les évolutions technologiques qui viennent contrer ça. L'annonce, c'était quoi, l'iPhone 17 du nouveau système qui interviewe ton caller avant de te le passer pour savoir de quoi il va te parler. Bon, on se dirige vers de plus en plus de trucs comme ça. Les spams, les filtres de spam pour les emails vont être de plus en plus efficaces. Il va y avoir des trucs certainement sur LinkedIn tôt ou tard, peut-être en add-on parce que LinkedIn veut te spammer un maximum. Donc il y aura peut-être des apps qui te permettront de te connecter. Donc on se dirige vers ça. Donc moi c'est plutôt ton premier scénario. Tu demandais tout à l'heure un exemple d'un message outbound que moi j'ai reçu en inbound qui m'avait bien plu. Il y en a franchement pas beaucoup. Je reçois un paquet de trucs auxquels je réponds pas du tout. Il y en a un qui m'avait bien plu. En même temps, c'est une boîte d'IBM, donc ce serait dommage qu'ils se plantent là-dessus. C'est une boîte qui s'appelle Influ2. Et la raison pour laquelle ça m'avait bien plu, c'est qu'il m'avait d'abord envoyé des pubs super ciblées. Alors il me semble que c'était sur Facebook, moi qui suis pas souvent, mais c'était peut-être sur LinkedIn, je me souviens plus bien. Des trucs hyper ciblés avec le logo de ma marque et des trucs assez géniaux, avec des pubs dégueulasses, mais du coup qui attirent l'œil parce que tu te dis mais ils ont pas d'argent pour prendre un designer, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, avant de faire de l'outbound, j'avais déjà vu plusieurs pubs, je les connaissais, ça m'avait fait marrer. Et quand ils sont venus me parler, le message est arrivé au bon moment, avec la bonne écriture et tout ça. Et c'était une marque que je connaissais déjà parce qu'ils m'avaient déjà attaqué en amont. Pour moi, c'est ça le futur. C'est, on démocratise, tout le monde y a accès, on va tuer le marché, on va faire en sorte qu'il y ait des filtres partout, plus personne pourra y accéder. Et ceux qui vont réussir à être suffisamment humains, qui vont penser en termes de campagne intégrée, qui vont vraiment attaquer en amont avec de l'awareness, etc., ceux-là, ils vont gagner et ils vont continuer à faire ce qu'ils font déjà très bien. Baptiste, t'as ta roadmap là. Yes, carrément. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce point-là? Comment tu vois évoluer le métier, toi? Je suis assez aligné, ouais. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Au final, la question, c'est contacter la personne au bon moment. L'outbound il y a 5-10 ans, c'était je call, j'ai quelques signaux que je peux réussir à capter, mais c'est pas ouf. Maintenant, en fait, n'importe quel outil d'enrichment ou bien des deal front, des machins, te permettent de même juste savoir une entreprise qui se balade sur ton site. Bon, déjà, en fait, moi, je considère ça de l'outbound et c'est ce sur quoi je dis à mes BDR, j'ai une des campagnes prioritaires. Si des personnes qui viennent sur notre site, ils nous connaissent, s'ils vont sur la page pricing, démo, etc., encore mieux, ça veut dire qu'ils vont peut-être, ils recherchent peut-être à acheter quelque chose. Donc, l'outbound a vraiment changé, en effet, et il faut être juste plus smart à qui on contacte, quand, est-ce que c'est le bon moment ou pas. Et après, moi, de mon côté, sur la question initiale, IA ou pas IA, toutes les boîtes ne sont pas faites pour avoir une équipe qui fait de l'outbound, une équipe de BDR, parce que maturité, parce que prix du truc qui vendent, plein de choses. Et la version peut-être future, ça va être des équipes un peu hybrides. Il va y avoir le in-house, les personnes que tu as qui sont tes BDR, l'IA va pas remplacer tes BDR, ça va nous aider à être plus efficace, la gestion en effet, différentes choses. Il va y avoir aussi de l'IA, je pense, sur du full cycle, sur peut-être des petits deals qui nous prennent du temps mais qui ramènent pas beaucoup d'argent. Ouais. Et donc ça va nous permettre de monter après aussi en termes de panier moyen. Et après une partie supplémentaire de ce côté hybride aussi avec des agences. Parce que on sait que c'est des rôles qui sont très volatiles, c'est des personnes qui font 1 à 2 ans dans le rôle, après on les envoie vers un rôle d'AE où ils partent de l'entreprise, et donc il faut que pour
remplir ces gaps, on ait des solutions en fait rapides et qu'on puisse tiens voilà je mets 4000 5000 balles pour le mois qui arrive sur une agence avec qui j'ai une bonne relation, je sais qu'ils sont de confiance et je sais qu'ils vont remplir un peu mon gap. Donc ouais, je pense qu'il y aura in-house un peu de gestion IA et des agences. Eh ben super, je pense qu'il y a une bonne synthèse de ce qui va nous arriver, ou peut-être, on se reverra d'ici quelques années, on reprendra ce sujet pour voir où on en est. Merci à tous les trois, c'était Futur Proche, le podcast dispo partout en épisode audio, en vidéo complète sur YouTube pour ceux qui aiment bien voir nos têtes et qui aiment voir comment on réagit. Je trouve qu'il y a toujours un petit peu des réactions physiques qui permettent de faire passer des messages complémentaires. Merci à tous les trois, c'était un super épisode. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'outbound, je pense qu'on a fait un bon tour. Évidemment, ça pourra appeler de prochains épisodes pour creuser un peu plus, creuser les profils, comme tu disais Baptiste, c'est un truc qu'on n'a pas trop le temps d'en discuter, mais je pense que ça c'est hyper intéressant aussi. Et puis de creuser la relation au marketing, qui je pense est clé pour nous, en tout cas aujourd'hui. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à nous suivre, nous mettre des étoiles, des abonnements, des likes, tous les verbes d'action que vous voulez là où vous nous écoutez, ça nous aide à pousser le podcast et à continuer de faire ce qu'on fait. On se voit dans le futur proche pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, le futur proche, il est déjà là autour de nous. À très vite. Salut. Merci. Salut.